Ben ça, c'est un piège à photo. Là, on va le desserrer un peu. Là, ça fait pas longtemps qu'il est là, du coup, on n'a pas encore d'image. Mais on a déjà eu plusieurs animaux très chouettes à regarder. Comme, oui, il y a le renard, la fouine et le blaireau. Et je pensais pas qu'on avait un blaireau dans notre jardin, du coup, je trouve ça très chouette. Quand on est arrivé ici dans la maison, qu'on a acheté la maison avec le jardin, c'était un jardin très très beau, très bien entretenu. C'est aussi ça qui nous avait plu, très fleuri. On était des tout jeunes parents et donc tout jeunes propriétaires de maison. Et pendant les 2 premières années, on a quand même essayé vraiment de continuer à garder ce jardin si beau comme il était. Et c'était vraiment énormément de travail. Et puis surtout, en fait, je trouvais ça pas très sensé de voir mon mari qui travaille beaucoup et qui avait un week-end de libre sur le mois et qui le passait à tondre. Et puis après, on n'allait pas dans le jardin tondu parce qu'on retournait au boulot. Et donc de se dire, est-ce que, vu le temps qu'on y passe à se bagarrer contre la nature d'une certaine manière, est-ce que c'est vraiment sensé de faire ça ? La nature, c'est un peu un concept subjectif. La biodiversité, c'est un concept beaucoup plus standard, qui est la richesse en espèces dans un lieu. Donc vous avez un écosystème, c'est-à-dire un habitat particulier, propre à chacun de ces milieux, vous allez avoir une richesse en espèces. Plus on va prendre soin de ce milieu, le laisser vivre, laisser les années, créer les équilibres, meilleure sera la diversité, la biodiversité. La notion de co-responsabilité, qu'est-ce qu'on a comme responsabilité avec les autres espèces pour former ce tout ? Eh bien, il n'y en a pas. Les autres espèces ne sont responsables d'aucune destruction. Elles ont appris à vivre en équilibre avec leur environnement et la responsabilité, elle est sur nos épaules. Donc, peut-être remettre en question chacun de nos petits gestes et pousser la société vers ça et imposer qu'au niveau des industries, créer une vague contre laquelle les politiciens ne peuvent pas se dérober. Il y a vraiment, c'est ce chemin-là et il n'y en a pas tellement d'autres. Le processus est venu comme ça, de se dire il doit y avoir une autre manière de faire. Donc j'ai commencé à faire des recherches. À me renseigner un peu, je suis tombée sur différentes sources qui parlaient de jardins plus accueillants pour la nature, qui laissent plus de place à la diversité spontanée de la nature et tout ça. Et donc là, c'est vraiment venu plus, alors j'ai commencé vraiment à chercher des renseignements sur les plantes que je trouvais et de me dire, ah mais en fait, celle-là, elle se mange, celle-là, elle sert pour faire je sais pas quoi, du savon, voilà. Et donc vraiment de me sentir aussi, de rencontrer vraiment les habitants de mon jardin. Je regarde un peu. Je passe la loupe alors. Ce qui est caractéristique dans le jardin ici, c'est beaucoup de haies très épaisses et tout à fait naturelles. Et donc étagées, il y a plusieurs étages, il y a la ronce, et puis il y a le noisetier, il y a les aubépines, il y a la bourdaine, il y a les cornouillers. Donc ça, c'est vraiment toutes des plantes tout à fait de chez nous. Il y a différentes variétés de saules, de l'orme, des bouleaux. Et alors toutes des herbacées. Alors on a de la berce commune. Et alors au niveau des oiseaux, donc on en a vraiment beaucoup. Les mésanges bleus, les mésanges charbonnières, les mésanges à longue queue. On a parfois la visite d'un pic-et-pêche, le pic vert, merle, pie, les oiseaux plus courants. Et les tourneaux sansonnets qui vient faire son nid depuis plusieurs années tout le temps dans la toiture. Là, on entend les petits qui hurlent parce que leurs parents ils viennent leur donner à manger et du coup ils viennent vite chercher de la nourriture. Ils sont impatients et du coup ils hurlent. Comment l'homme va interagir avec la nature désormais ? Eh bien, on apprend avec l'expérience qui nous est imposée, notamment ici avec l'épidémie, on apprend qu'on doit respecter la nature. Et la première façon de la respecter, c'est de respecter l'équilibre des écosystèmes et ne pas aller retirer des maillons
parce qu'il suffit qu'on retire parfois des espèces qui ont l'air insignifiantes, les insectes pour lesquels on a beaucoup de dédain, ou les prédateurs parce qu'ils nous gênent. Vous retirez des maillons de ça et vous déséquilibrez l'ensemble en fait, parce qu'il a fallu des milliers d'années pour sculpter cet équilibre. Et quand vous retirez un des maillons, souvent il y a une forme d'effondrement, un équilibre qui va un peu essayer de se restaurer vaille que vaille. Et le problème, c'est qu'on n'arrête pas de rogner dans cet équilibre et finalement on arrive à des systèmes extrêmement homogènes. Et c'est cette homogénéité-là qui nous pose problème en fait. Alors qu'est-ce qu'on peut faire chez soi? Il faut savoir, la super bonne nouvelle, la nature réagit mais tout de suite. Vous allez faire quelque chose au printemps en faveur de la nature, l'année même vous avez les résultats. Et ça c'est la bonne nouvelle. Il y a plein de choses qu'on peut faire et en particulier plein de choses qu'on peut ne pas faire. Tomber moins souvent, ça va permettre de laisser plus de fleurs dans la pelouse, ça va favoriser, non seulement vous allez trouver ça joli, mais vous allez favoriser tous les insectes qui ont besoin de se nourrir sur ces fleurs-là. Quand vous favorisez les insectes, vous démarrez la pyramide alimentaire. Les oiseaux qui mangent des insectes sont favorisés, les oiseaux qui mangent ces oiseaux-là, les mammifères qui ont besoin, etc. Donc dès que vous partez à la base au niveau du concept des fleurs, vous êtes dans le bon. Au niveau des buissons, vous allez créer des buissons un peu plus touffus, les laisser pour que les oiseaux vont pouvoir nicher, intervenir moins souvent pendant l'année pour ne pas les déranger. Le message utile, c'est la structure. Ça, c'est ce qui peut vous aider. Donc, vous faites des zones de pelouse toute rase parce que vous avez envie de faire un espace jardin. Vous faites des zones un peu plus hautes. Vous faites des zones plus, par exemple, une zone d'herbes qui vont monter à 1 mètre dans un coin bien ensoleillé. Vous faites un buisson, vous faites des parterres. C'est cette notion de faire les espaces aquatiques. Ça, c'est génial. Vous faites des mares. Alors vous habitez un petit appartement avec un petit balcon et vous pensez que vous ne pouvez pas faire grand-chose, c'est pas vrai du tout. Mettez des fleurs, mettez des pots de fleurs avec des fleurs qui vont s'ouvrir tout au fil de l'année. Déjà rien que ça, c'est super. Le lierre sur les façades, mais c'est une mine pour la nature, le lierre. Laissez-le vivre. Vous pouvez le limiter, l'empêcher d'aller dans les corniches évidemment. Vous pouvez mettre de la nourriture pour les oiseaux, etc. Il y a plein de petites actions qui font, de nouveau, vous réfléchissez en termes de structure. Alors après là, avec le changement de lunettes est venu le changement de comportement radical, on a tout laissé pousser. Puis du coup on se piquait aux orties en jouant dans le jardin avec des tout petits enfants qui n'aimaient pas ça du tout. Et puis donc voilà, il a fallu un peu, voilà, on équilibre un peu ça, on se dit ok, bah, les orties j'ai compris, c'est intéressant, c'est important, mais je vais les laisser quand même aux endroits où on va moins. Voilà, et donc petit à petit c'est ça, c'est aussi de voir dans la vie de tous les jours. On leur fait une petite place et elles apportent un plus. On a du lierre terrestre qui est une toute petite rampante là dans l'herbe. Et en fait, j'ai fait une fois du sirop, c'est super bon. Ça, c'est du lierre terrestre. Oui, c'est du lierre terrestre. Tout se mange. Ça, c'est du gaillet, c'est une plante qui colle et on dit aussi qu'elle colle à cause de la bave de troll. On a très régulièrement des moments de surprise avec les enfants. Ah, t'as vu un beau papillon, ça peut être voilà, ou le renard qui passe dans le fond du jardin quand on se lave. Mais voilà, oui, de la fenêtre de la salle de bain, on voit le renard qui passe dans le jardin. C'est quand même un petit moment où ouais, c'est quand même chouette. Et ça, si on a un petit jardin tout bien tondu, tout bien nickel, probablement ça n'arrive pas. Donc, voilà. Tous les jours, ils ont des interactions avec l'environnement sauvage qui les entoure. Et c'est pas éloigné, c'est pas comme derrière un mur ou derrière une clôture, c'est pas comme loin dans une réserve naturelle ou dans un endroit qu'on va visiter de temps en temps, c'est tous les jours au pas de la porte en fait. Quelle est la place de l'homme dans la nature au niveau de l'histoire de la nature? Elle est insignifiante cette place. La nature, elle va continuer sans nous. On va pouvoir détruire très loin dans la mesure où on est fichu de laisser quelques groupes d'espèces
Et puis quand on s'éteint, parce qu'on aura tellement tout démoli que nous-mêmes on ne saura pas survivre, la nature n'aura pas d'état d'âme par rapport à ça. Ça fait partie de sa puissance de passer par des états chaotiques et puis de régénérer en quelques millénaires une vie luxuriante. Mais le problème pour nous, les millénaires, c'est une échelle complètement différente. Et le problème pour nous, c'est qu'on a quand même envie de faire partie de cette histoire-là. Mais c'est vrai que la nature en elle-même, c'est pas une pauvre petite chose, c'est quelque chose de très brut et qui va avancer avec ou sans nous. En dehors des petits services que ça nous rend, c'est aussi, oui, c'est l'idée d'avoir le sentiment de vivre dans un endroit qui est vivant, qui est juste. Et ici, avec le début du confinement, on se l'est quand même dit aussi, et même les enfants l'ont dit que ça a un côté rassurant, ouais, ça a un côté rassurant aussi de voir la force de la nature et sa capacité de résilience, un truc un peu immuable. Alors il y a une plante qui meurt, mais une autre plante va venir à sa place. Enfin, de sentir la force de la vie, tout ça, oui, ça apporte quand même quelque chose de. Alors c'est dans l'émerveillement constant et c'est dans se dire. Il y a quelque chose de tellement plus immense que nous, tellement plus vaste. Enfin, oui, ça nous remet aussi un peu dans l'humilité de se dire on contrôle juste rien du tout. La nature est vachement plus forte que nous. Et oui, ça c'est pas désagréable comme pensée, ouais.